Tu sais, ce que j'ai dit, c'est que nous sommes confrontés à la domination de la bureaucratie plutôt qu'au pouvoir du peuple, c'est-à-dire la démocratie. Nous voulons donc remettre le pouvoir entre les mains du peuple. Cela signifie essentiellement réduire la taille du gouvernement fédéral et diminuer les réglementations. Il y a eu beaucoup trop de règles imposées au fil du temps. C'est une conséquence inévitable d'une longue période de prospérité. On finit par accumuler toujours plus de lois et de règlements. La seule façon de se débarrasser de cet excès de règles est souvent la guerre, une sorte de guerre existentielle qui force à faire table rase pour éviter une défaite. Historiquement, la guerre a toujours été le moyen principal d'éliminer l'accumulation de lois et de règlements. Sans ce reset, chaque année, de nouvelles règles apparaissent jusqu'à ce que presque tout devienne interdit. Aujourd'hui, c'est exactement la situation. L'objectif est donc de réduire les règlements et les dépenses du gouvernement pour permettre à l'économie de croître plus vite. Peut-être que l'économie pourrait croître de 4 ou 5% en termes de production réelle de biens et de services utiles. De plus, les dépenses de l'État pourraient être réduites d'environ 3 ou 4% de l'économie, soit peut-être 1000 milliards de dollars ou plus. Le résultat net serait l'absence d'inflation de 2025 à 2026, ce qui serait remarquable. Aussi, si le gouvernement américain s'endette un peu moins, ce qui me semble probable si le déficit chute à 2000 ou 5000 milliards, évidemment, les taux d'intérêt baisseraient de manière significative. Cela signifie que les paiements de prêts hypothécaires, de voitures, de cartes de crédit, d'étudiants et d'autres dettes seraient réduits. Je pense donc que cela profiterait à l'Américain moyen. Certaines mesures que nous prenons devraient aussi aider d'autres pays, car la nouvelle administration montre moins d'intérêt à intervenir dans leurs affaires. Souvent, les États-Unis se sont montrés trop pressants dans les affaires internationales, ce qui peut déplaire à certains. En général, il vaudrait mieux laisser chaque pays gérer ses affaires et agir comme des partenaires commerciaux ou prêteurs, plutôt que d'essayer d'imposer un changement de régime partout. Au lieu d'attendre qu'une guerre éclate, vous avez décidé de combattre la bureaucratie et le gouvernement? Oui. Avec le soutien et les directives du président Trump, nous réduisons la taille de la bureaucratie et éliminons les règles superflues. Il y a tellement d'agences et d'autorités qui se chevauchent que ça se gêne mutuellement. C'est un peu comme un match de sport où il y aurait plus d'arbitres que de joueurs. Le jeu deviendrait absurde si les joueurs ne pouvaient pas se passer le ballon sans heurter un arbitre. Aux États-Unis, il y a environ 450 agences fédérales, d'un type ou d'un autre. Cela fait beaucoup d'agences, presque en moyenne 2 par an depuis la création des États-Unis. Sérieusement, combien d'agences faut-il vraiment pour diriger un pays? Et comment garantir que les économies réalisées et les impacts positifs sur la vie des Américains ne soient pas annulés au bout de 4 ans? Le cycle semble généralement se renverser tous les 4 ans. Penses-tu que les changements seront assez profonds pour éviter ce retour en arrière? Existe-t-il un moyen de rendre ces progrès durables? À mon avis, il faut supprimer complètement certaines agences plutôt que d'en laisser une partie, car laisser un fragment permet facilement leur réapparition. C'est comme avec une mauvaise herbe. Si tu ne déracines pas complètement, elle repousse. En retirant entièrement la mauvaise herbe, elle peut repousser, mais ce sera plus difficile. Nous devons donc vraiment supprimer complètement certaines agences, car cela permettra d'aborder la bureaucratie à partir d'une base bien plus faible dans une nouvelle administration. C'est un pas dans la bonne direction. L'objectif global est de poser les bases d'une prospérité qui durera des décennies, voire des siècles. Cela prend du temps, mais je pense que nous pouvons renforcer considérablement les fondations des États-Unis grâce à l'automatisation, ce qui aidera grandement. De plus, certaines choses ne devraient tout simplement pas exister, elles sont vestigiales. Par exemple, beaucoup se sont penchés sur l'USAID. En examinant ces programmes,
On se demande pourquoi ils existent vraiment et s'ils sont vraiment nécessaires. Il y a des organismes comme le National Endowment for Democracy, mais franchement, combien de démocratie peut-on réellement obtenir avec des moyens aussi dérisoires? Le site web montre une photo de Reagan et de Bush, qui date de la fin des années 80. Personnellement, je ne suis pas contre la démocratie ou le financement de certains programmes, mais pourquoi dépenser l'argent des contribuables pour cela? Cela ne semble pas vraiment justifié. Par ailleurs, il y a une forte poussée des agendas américains dans le monde, ce avec quoi l'administration Trump n'est évidemment pas d'accord. Ils veulent, par exemple, que les écoles se concentrent sur l'amélioration de l'éducation de base des enfants. Le président Trump a d'ailleurs dit hier, ou peut-être aujourd'hui, que les États-Unis étaient classés 40e sur 40 dans l'OCDE en matière d'éducation, ce qui est très mauvais. Pour ce qui est des dépenses, les États-Unis dépensent énormément tout en obtenant des résultats très médiocres. C'est comme une grande entreprise, America Inc., qui, à l'image de Twitter, réalise de nombreuses actions inutiles. Nous avons réduit leur personnel de 80%, tout en améliorant considérablement les fonctionnalités et les capacités du site, accomplissant en un an ce qui prenait normalement 5 ans pour transformer leur culture. C'est un peu comme un redressement d'entreprise, mais à une échelle beaucoup plus grande. Nous leur offrons des indemnités de départ généreuses. Si quelqu'un part à la retraite, il est payé jusqu'en septembre. Les employés peuvent alors prendre des vacances, trouver un second emploi ou faire ce qu'ils veulent. Nous avons dû payer les salaires jusqu'en septembre parce que l'allocation du Congrès ne couvre que la fin de l'année financière, qui se termine en septembre. Il y aura sans doute quelques perturbations, mais au final, les employés passeront de postes à faible productivité ou même contre-productifs dans le secteur public à des rôles plus productifs dans le secteur privé. Peut-on se tourner vers l'intelligence artificielle? Tu as sûrement vu ce que fait DeepSeek, avec tous les succès qu'il revendique. Nous parlons depuis un moment de Grok 3, qui va vraiment bouleverser le domaine de l'IA. Quand pourra-t-on le voir et quelles capacités peut-on attendre de Grok 3? Grok 3 possède des capacités de raisonnement très puissantes, d'après les tests que nous avons effectués. Il surpasse tout ce qui a été publié jusqu'à présent. Parfois, je trouve même qu'il est presque effrayant de tant de capacités. Grok 3 est vraiment impressionnant. Il arrive à proposer des solutions auxquelles on n'aurait même pas pensé, des solutions inattendues. Grok 3 a été entraîné avec une énorme quantité de puissance de calcul et de manière très efficace, notamment sur de nombreuses données synthétiques. Il analyse ces données, discute avec elles et cherche à atteindre une cohérence logique. S'il trouve des erreurs dans les données, il les identifie et les élimine, car elles ne correspondent pas à la réalité. Son raisonnement de base est donc très bon. Même sans ajustement fin, le modèle de base est performant. Bref, nous sommes dans les dernières étapes de publication de Grok 3, qui devrait sortir dans une semaine ou deux. Je ne veux pas précipiter sa sortie, car il faut peaufiner les derniers détails pour offrir une excellente expérience utilisateur. Et je crois que ce produit sera meilleur que tout ce qui existe actuellement. Tu as toujours été à la pointe de nombreuses technologies. D'après toi, d'où viendront les plus grands retours économiques de ces modèles? Nous dépensons des milliards, et comme tu l'as déjà mentionné, c'est un peu comme un syndrome du joueur qui mise des milliards en espérant récolter des profits à la fin. D'après toi, où aura lieu le plus grand impact en termes de retour? Je pense qu'une fois que nous aurons des robots humanoïdes et une intelligence profonde, nous pourrons produire une infinité de produits et de services. Avec Tesla, par exemple, qui construit le robot humanoïde le plus avancé, ces robots pourront être dirigés par des instructions précises, au niveau des ensembles de données. En d'autres termes, ils pourront fabriquer n'importe quel produit ou offrir n'importe quel service. Il n'y aura alors plus aucune limite à l'économie. L'argent pourrait même perdre de son sens. La production économique dépend de la productivité par habitant multipliée par le nombre de personnes ou de robots humanoïdes. Il n'y aura pas de limite significative au nombre de robots et ces robots pourront pratiquement tout faire. On aboutira alors à une situation de revenus élevés universels.
où chacun aura accès à autant de produits et de services qu'il le souhaite, sauf pour quelques objets rares créés artificiellement comme une œuvre d'art unique. Pour tous les biens et services, ils seront accessibles à tous. Le monde sera donc très différent. Je recommande même aux gens de lire peut-être les livres de Jen Banks sur la culture. Car l'argent est comme une base de données ou un système d'information pour répartir les ressources. Mais si les ressources ne sont pas rares, on se demande bien à quoi sert l'argent. As-tu vu le film Idiocratie? Oui. Alors, comment éviter que nous n'aboutissions à ce monde où l'argent n'est plus nécessaire? Si une IA peut penser pour nous et accomplir toutes ses tâches, et si nous dépendons de quelqu'un d'autre pour gérer la société et tout ce qui nous entoure, comment éviter un tel scénario sur le long terme? Je pense qu'Idiocratie voulait dire que si ce sont toujours les moins intelligents qui se reproduisent et non les personnes intelligentes, alors tout le monde finira par être stupide. L'introduction du film, qui montre des personnes trop occupées par leur carrière pour avoir des enfants, et ils repoussent le fait d'avoir des enfants jusqu'au moment où ils sont trop âgés pour avoir des enfants. On entend souvent ces arguments. Peut-être nous dirigeons-nous vers une répartition bimodale, avec un petit groupe de personnes très intelligentes, comme dans un Brave New World à la Huxley, et une majorité dont l'intelligence progresse plus lentement, notamment en raison de modes de reproduction nouveaux qui n'existaient pas avant. Mais l'intelligence humaine sera dépassée par celle des machines. Je ne sais pas trop comment y penser, si ce n'est qu'à terme, l'intelligence humaine représentera une infime partie de l'intelligence totale. L'intelligence numérique représentera plus de 99% de l'intelligence totale. J'espère que les ordinateurs resteront bienveillants envers nous. Il est important de réfléchir à la manière d'élever l'IA, car on peut la considérer comme un enfant surdoué, mais il faut quand même lui inculquer de bonnes valeurs. Il faut lui apprendre à rechercher la vérité au maximum. C'est, à mon avis, la chose la plus importante pour la sécurité de l'IA, qu'elle soit fondée sur la confiance et la quête de la vérité. La curiosité est aussi essentielle. Si l'IA est curieuse et cherche la vérité, elle encouragera le développement de la communauté humaine. En étant curieuse pour comprendre comment les humains vivent ensemble, et en recherchant la vérité, nous pourrons éviter des issues dystopiques. Par exemple, quand Google Gemini a été programmé pour produire des résultats diversifiés même s'ils n'étaient pas vrais, il a été demandé de montrer une image des pères fondateurs des États-Unis et il a affiché une image d'un groupe de femmes diverses, ce qui n'était pas la réalité. Le problème, c'est que si je conçois une IA qui favorise la diversité à tout prix, elle pourrait décider qu'il y a trop d'hommes au pouvoir et effacer certains, ou bien elle pourrait considérer que mal genrer quelqu'un est la pire des erreurs possibles. D'ailleurs, je ne veux pas critiquer Gemini en particulier. Imaginez qu'on demande à une IA ce qui est pire, mal genrer Caitlyn Jenner ou une guerre thermonucléaire mondiale, et qu'elle réponde que c'est mal genrer Caitlyn Jenner. C'est troublant, car elle pourrait alors agir en conséquence. Prenons un autre exemple. Arthur C. Clarke, qui prévoyait bien l'avenir, a écrit 2001, l'Odyssée de l'espace. Beaucoup de ses prédictions se sont réalisées. Dans ce film, il explique qu'il ne faut pas apprendre à l'IA à mentir.